Bienvenue dans cette partie dédiée à l'histoire cachée de Clair-Obscur Expédition 33. Nous allons revenir ensemble sur les événements entourant la tragédie. La famille, l'incendie, le canevas comme refuge, et enfin, la fracture et le monolithe. Et si vous souhaitez l'analyse complète avec l'histoire, les différentes fins et les easter eggs, vous trouverez la vidéo intégrale sur la chaîne. Attention, cette partie s'adresse à ceux qui ont déjà terminé le jeu. Bon visionnage! Au-delà de ce que le jeu nous raconte directement, il y a aussi tout ce qu'il ne montre pas. Car Clair-Obscur ne commence pas vraiment à l'acte 1. On pourrait même dire que l'histoire que l'on vit n'est que la fin de quelque chose de bien plus ancien. Comme si l'on arrivait à la dernière page d'un livre dont on n'a jamais lu le début. Car tout dans cet univers parle d'un passé que l'on ne voit jamais vraiment. La famille des Cendres, richissime famille parisienne. Aline et Renoir, et leurs enfants Cléa, Verso, Alicia. On les découvre brisés, déchirés, transformés par le deuil. Mais ce que le jeu nous montre pas vraiment, c'est ce qu'ils étaient avant. Chez les peintres, une toile n'est pas seulement une œuvre. C'est un monde autonome, régi par ses propres règles, nourri par l'acromat. Aline et Renoir ont déjà peint des centaines de mondes différents, dans lesquels ils se sont aventurés parfois plus longtemps encore que dans la toile de Verso. Bien meilleur peintre que son mari, et à la tête du conseil des peintres, Aline lui a d'ailleurs appris à développer son art. L'artbook apporte un éclairage très intéressant sur Renoir. Il y est décrit comme un peintre affichant une certaine tendance à l'autodestruction, jusqu'à sa rencontre avec Aline, une peintre issue d'une classe plus noble, qui lui aurait appris à exercer son art avec davantage de raison. Ce détail change beaucoup de choses, parce qu'il montre qu'avant même la tragédie, Aline n'était pas seulement sa compagne, mais déjà une forme d'équilibre face à sa propre part de chaos. Et cela résonne avec ce que Renoir dit lui-même dans le jeu. Aline l'a déjà sauvé d'une toile dans laquelle il s'était perdu. Cléa, elle, est brillante. Elle adore la sculpture. Extrêmement douée, aussi bien dans la peinture que dans la sculpture, c'est la plus talentueuse des enfants. Verso, lui, était un petit garçon joueur, mais pas vraiment intéressé par la peinture, même s'il possédait lui aussi le pouvoir de peindre. La toile du jeu est d'ailleurs sa seule peinture. Non, ce qu'il aime avant tout, c'est le piano, un instrument pour lequel il a beaucoup de talent. Alicia, comme on l'a vu précédemment, n'était jamais vraiment parvenue à trouver sa place au sein de la famille. Et le fait qu'elle ne possède pas encore ce pouvoir de peindre, si central chez les Descendres, y est sans doute pour beaucoup. À côté de cela, il existe aussi un autre élément, beaucoup plus discret, presque invisible. Les écrivains. Ils sont mentionnés, mais jamais réellement expliqués, comme s'ils représentaient une autre manière de créer, une autre manière de donner vie au monde, en marge de celle des peintres. Et c'est justement ce qui rend leur présence si intéressante. Parce qu'Alicia, moins reconnue, moins valorisée, et encore exclue de cette transmission familiale, aurait très bien pu être attirée par une autre voie. Peut-être même par celle des écrivains. Comme si, face à une famille où elle ne trouvait ni sa place, ni sa légitimité, une autre forme de création aurait pu représenter, pour elle, une possibilité d'exister autrement. Sa passion pour la lecture, ainsi que les piles de livres et la machine à écrire que l'on aperçoit dans sa chambre, pourrait d'ailleurs aller dans ce sens. Et plus on y réfléchit, plus une idée se dessine. Aucun des enfants ne semble avoir été naturellement attiré par la peinture, comme Aline l'aurait voulu. Cléa, elle, vibrait surtout pour la sculpture. Verso pour la musique. Alicia pour la lecture, et peut-être même pour une autre forme d'écriture et de création. Comme si chacun d'eux portait en lui une sensibilité différente, une manière singulière de donner forme au monde. Mais dans cette famille, la peinture semble s'être imposée comme un passage obligé, presque comme un héritage auquel il était impossible d'échapper. Et là où Cléa a plus ou moins accepté cette voie, au point d'y exceller, Alicia semble au contraire s'en être éloignée intérieurement, trouvant peut-être chez les écrivains une forme d'écho ou même de refuge. Et puis vient le drame. Celui que le jeu ne montre jamais vraiment, mais dont chaque instant porte encore la trace. L'incendie. L'incendie est le véritable point de rupture. C'est lui qui va briser définitivement l'équilibre familial. C'est dans cet incendie que Verso meurt. Le jeu nous apprend qu'il aurait été provoqué par les écrivains, mais Aline et Cléa ne cessent de répéter qu'Alicia en serait en partie responsable. Alors, est-ce vrai ? A-t-elle réellement joué un rôle dans ce drame ?
Ou a-t-elle surtout été manipulée, bernée, instrumentalisée par la famille des écrivains? Là encore, le jeu laisse planer le doute. Autre événement clé resté volontairement flou, la mort même de Verseau. Était-ce un sacrifice? Un choix? Ou quelque chose de plus complexe encore? Le jeu ne tranche jamais totalement. Et c'est précisément ce flou qui renforce la violence du drame, car au fond, peu importe la réponse exacte. Cet incendie reste un traumatisme fondateur, une perte que personne, dans la famille des cendres, ne va réellement accepter. Et après ça, plus rien ne sera jamais comme avant. Bien que défigurée et profondément atteinte par ce drame, Aline ne se porte plus de voir sa fille. Bien qu'Alicia ait survécu, elle reste défigurée et profondément marquée par le drame. Et pour Aline, sa douleur devient insoutenable. Elle ne supporte plus de regarder sa fille, parce qu'à travers elle, c'est toute la violence de l'incendie qui lui revient en pleine face. Dans son journal, Aline exprime justement cette souffrance. La personne dont je ne supporte plus la présence, c'est Alicia. Sa souffrance est comme un miroir brisé dont les éclats décuplent sa douleur et me la renvoient. À chaque instant que je passe avec elle, mes plaies deviennent de plus en plus profondes et béantes. Et je sens mon moi intérieur qui se délite toujours plus. Et c'est précisément ce traumatisme, cette mort violente, qui va donner naissance au canevas. Aline s'y plonge alors corps et âme, en s'accrochant au seul souvenir de son fils pour fuir une réalité devenue insupportable. Chaque jour, elle y retourne, de plus en plus longtemps. Et à l'intérieur, elle recrée Lumière et ses habitants, tous dotés d'une véritable conscience. Comme un refuge, une tentative désespérée de reconstruire un monde vivable malgré la perte. Elle y repeint aussi toute sa famille. Une famille qui, cette fois, n'est plus rongée ni par le deuil, ni par la culpabilité. Sa famille d'avant. Eux aussi sont dotés d'une conscience, à une différence près. Verseau, lui, hérite également de tous ses souvenirs. Mais même dans ce monde refuge, Aline ne parvient pas à effacer totalement le traumatisme. L'extrait de son journal le montre bien. Alicia n'est pas seulement une survivante, elle est devenue le reflet insupportable de ce qu'Aline a perdu, de ce qu'elle n'a pas su empêcher, et de ce qu'elle refuse d'affronter. Cela donne une lecture particulièrement tragique de l'Alicia peinte. Peut-être qu'Aline l'a recréée pour qu'elle ne soit plus rongée par la culpabilité, par l'amertume ou par le poids de l'incendie. Mais en même temps, elle semble incapable d'effacer complètement la blessure. Le masque d'Alicia peinte peut alors se comprendre comme une tentative de protection, mais aussi comme une fuite supplémentaire. Cacher ce visage, cette douleur, ce rappel insupportable de ce qui s'est passé. Quel est ton nom? Et si Aline brûle les visages des membres de l'expédition 33, seulement les visages, ce n'est peut-être pas un hasard. Comme si ce qu'elle ne supportait plus, ce n'était pas seulement la mort, mais aussi le regard des êtres qu'elle a perdus, ou qu'elle n'a pas su sauver. Mais cette création n'est pas une solution, c'est une fuite. Et cette fuite va entraîner toute la famille avec elle. Renoir, lui, veut aller de l'avant. Il cherche à mettre fin à cette illusion, à briser ce monde artificiel né du refus du deuil. Et Cléa se retrouve entre les deux, entre la mémoire et la réalité, entre ce qu'il reste et ce qui n'existe plus. Notre petite Au fond, ombre s'est tout part de réveillée. là, de cet incendie, d'un instant, d'une perte, et de l'incapacité à l'accepter. Tout trouve son origine dans quelque chose de profondément humain. La peur de perdre, et surtout la difficulté à laisser partir. Aline finit par passer énormément de temps dans le tableau. Inquiet, et pour la retrouver, Renoir finit lui aussi par y entrer. Au départ, il cherche à la convaincre d'en sortir, à lui faire accepter le réel. Malheureusement, Aline s'obstine à rester dans le tableau, alors qu'elle souffre du signe du déclin. Il commence alors à utiliser ses pouvoirs de peintre pour effacer progressivement la toile, tandis qu'Aline, de son côté, lutte pour la protéger. L'affrontement devient alors inévitable. Imaginez deux dieux s'affrontant dans un même monde. C'est la fracture. Aline l'emporte, crée le monolithe et y enferme Renoir en dessous. Cette lutte n'est malheureusement pas sans conséquences sur la toile, qui voit l'entièreté de son monde s'effriter et la ville de lumière être propulsée au milieu de l'océan, la transformant en île. Dès lors, l'affrontement permanent entre ces deux volontés opposées ne cessera jamais.
Aline, qui souhaite conserver coûte que coûte la toile, a besoin de l'acroma pour protéger ses créations. Renoir, qui cherche à mettre fin à cette illusion, essaie de gommer la toile. À force de subir cette pression, et à cause de l'acroma qui lui échappe, Aline s'affaiblit peu à peu. Peu après la fracture, Cléa visite le canevas et comprend que ses parents sont enfermés dans une impasse derrière la barrière du monolithe. Plutôt que de s'attarder elle-même dans ce monde, elle crée les Névrons, une armée chargée d'exécuter ses ordres. Et leur rôle est essentiel. Les Névrons ne sont pas de simples monstres, ce sont des armes. En tuant les humains, ils piègent leur chroma dans leur corps, empêchant cette énergie de revenir à Aline. Or, dans un monde où contrôler la chroma revient à contrôler la toile, ce mécanisme affaiblit progressivement l'influence d'Aline et fait pencher l'équilibre du pouvoir en faveur de Renoir. Et en perdant de sa force, elle n'est plus capable de maintenir ses créations les plus anciennes. C'est là que le pouvoir de Renoir commence progressivement à les effacer. Le nombre qu'Aline inscrit sur le monolithe peut alors se lire comme un avertissement adressé aux habitants. Leur temps est compté, et les plus âgés disparaîtront en premier. Ce n'est pas forcément un acte de cruauté, mais plutôt une manière tragique de prévenir ceux qui vivent encore dans ce monde que la fin est proche, afin qu'ils puissent au moins chérir le temps qu'il leur reste ensemble. Nous venons de revenir sur une partie essentielle de l'histoire cachée de Clair-Obscur Expédition 33. Si vous souhaitez poursuivre avec l'histoire, les différentes fins, les easter eggs et l'analyse complète, la vidéo intégrale vous attend sur la chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant un commentaire ou en vous abonnant à la chaîne. C'était Vince, le conservateur du Nintendo Museum, et je vous dis à bientôt dans les allées du musée.